En 1966, cela fait 2 ans que les membres du Cercle des nageurs de Marseille partagent leur quotidien avec l'imposant chantier des nouvelles infrastructures. Voici le futur bassin olympique du Cercle des nageurs de Marseille. 50 mètres de long, 21 de large, soit 8 couloirs. Le gros œuvre étant achevé, de nombreuses personnalités sont venues ce matin examiner l'état des travaux ainsi que la maquette des futures installations. Outre cette évolution structurelle, le Cercle entre dans une nouvelle ère avec la disparition de son président emblématique. J'ai un souvenir extraordinaire du président Jean Alézard. C'était quelqu'un de très impliqué, qui était maire de Mousty-Sainte-Marie. Quand je sens de l'eau de lavande, j'ai toujours l'image de Jean Alézard. Parce qu'il sentait la lavande de Moustier, c'était quelque chose d'extraordinaire. On disait que c'était un bon père de famille. Moi, je crois que c'était avant tout un bâtisseur qui a été président pendant 43 ans. C'est lui qui a vraiment donné une grande dimension au Cercle. Quand il venait au Cercle, il s'asseyait dans la salle de restaurant, il posait son chapeau, son feutre à côté de lui, gris, et il lisait son journal avant son repas. C'était la table du président, tout le monde était là, venait le saluer. C'était un homme qui a voué toute sa vie au Cercle. Quand il est décédé, d'ailleurs, le convoi est parti de l'entrée du Cercle. Est arrivé Bobby, Albert Vauni, qui lui était un ancien joueur de water-polo du Cercle. C'était pas pareil. Très vite, j'ai fait du water-polo. Mais le club me rappelait pour nager pour les championnats de France. Parce qu'à l'époque, c'était Alzard, bon ça va, il était gentil et tout, mais Vauni, il était en pleine construction de la piscine d'en haut. Il fallait des résultats pour des subventions. Alors c'était toujours aux poloistes qui nageaient bien, il n'y avait pas que moi. Continue, parce qu'on a besoin d'avoir des scores, d'être au premier club de France, d'être ci et là, parce que derrière, on va demander les moyens pour avoir ce joyau actuel dans Marseille. Cette nouvelle exigence va permettre au Cercle de connaître son âge d'or en natation et en water-polo. Ça va être une époque assez exceptionnelle pour le Cercle, puisqu'il va y avoir une émergence de nageurs assez extraordinaire. Mais il y avait Alain Mosconi, en particulier. Cette première rencontre se situe en 1960, c'est-à-dire qu'Alain avait à peu près un petit peu moins de 11 ans à cette époque-là, à l'école de natation du Cercle des nageurs. Et c'est même grâce à son frère s'il est rentré à cette école de natation, car lui il était trop jeune et il nageait à peu près une toute petite largeur, tout juste dans un bassin de 14 mètres. Monsieur Garet les voit nager tous les deux et il voit d'abord l'aîné. Et il dit bon, mais ça va, je prends le petit avec. Il avait l'air de dire bon, je le prends parce qu'elle est née, quoi. Tout se faisait, j'allais dire, un peu à la bonne franquette, à la on discute, à la marseillaise, on pourrait dire. Et ça fonctionnait et les talents étaient repérés. Georges Carré, Alain Mosconi, est-il un phénomène? Alain Mosconi, c'est pas un phénomène du tout. C'est un garçon, comme beaucoup de garçons, 1m78, 70 kg, rien d'extraordinaire sur le plan physique. Est-ce que pour vous, il y a des phénomènes en natation? Je pense pas qu'il y ait des phénomènes en natation. Il y a des gens qui ont plus de qualité que les autres, il y a surtout des gens qui sont beaucoup plus courageux que les autres. On avait l'habitude avec M. Garet de préparer toute la saison à venir et de fixer des dates bien précises où il fallait qu'on soit en condition. Quand on fait les pré-olympiques avec une partie de l'équipe nationale à Mexico, à la fin de ces pré-olympiques, on décide de faire une petite balade au sud sur Acapulco. Une occasion de tenter un record du monde dans une eau chaude peu propice à la performance. On décide de faire venir des pains de glace. On met je ne sais plus combien de kilos, de tonnes de pain de glace dans la piscine. Bon, l'eau est tombée à peu près à 30 degrés. Et là, on fait un 400 mètres. À l'arrivée, je bats le record du monde. Ce jour-là, à Acapulco, Alain Mosconi était dans une telle forme qu'il aurait pu, de son propre aveu, réaliser 4 minutes 8 secondes. Seulement l'eau était chaude, trop chaude, pour une course de demi-fond. Bon, la joie, tout le monde est content. On continue notre tournée, on rentre en France. Je crois que ça doit être sur le coup du mois de décembre. Monsieur Garet vient me voir. Visiblement, il a la tête des mauvais jours. Et il me dit, voilà, là, on a un problème. Ton record du monde d'Acapulco ne peut pas être homologué parce qu'ils viennent de découvrir qu'il manquait 7 cm sur les 400 mètres pour homologuer le record. On a profité en fait des championnats universitaires pour essayer de faire quelque chose dans la piscine olympique de Monte-Carlo. Ce jour-là, finale du 400 des championnats universitaires. Je crois que j'égale le record du monde. Donc ça nous fait pas très plaisir. Et avec Monsieur Garet, on décide le lendemain ou sur le lendemain, je ne sais plus très bien, on va le faire, on va faire une tentative. Là, en fait, je bats le record du monde, mais pas à fond, avec une pointe un peu d'amertume quelque part, en me disant il manque quelque chose. Le cercle a toujours été porté par à la fois les garçons et à la fois les filles. Et il va arriver une époque où c'est Danielle d'Orléans qui va porter haut le flambeau des nageuses. Désormais, Christine Caron n'est plus une vedette isolée. Une autre étoile est née, Danielle d'Orléans. Mademoiselle d'Orléans Danielle de Marseille.
Recordman d'Europe du 200 mètres libre, championne de France 1967 des 100, 200, 800 mètres nage libre, 200 mètres et 400 mètres 4 nages et championne de France par relais avec l'équipe du Cercle des nageurs de Marseille. Avec 6 titres nationaux, un record d'Europe, il est probable que la confiance en elle-même qui faisait défaut à Danielle d'Orléans est à présent une réalité. D'autant que sa vie de jeune fille s'est aussi transformée. On la force désormais à parler d'elle, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle aime. Vous êtes un cas un peu particulier dans la natation française, c'est que vous avez percé très tard. Vous avez mis fort longtemps. Oui, j'ai mis longtemps. En général, la natation est un sport précoce, alors comment expliquez-vous cela? Il faut dire qu'avant, je m'entraînais. Je m'entraînais bien sûr, mais pas très sérieusement. Et cette année, j'y ai cru. J'ai entraîné sérieusement et ça a marché. Danielle d'Orléans, confrontée donc l'année prochaine à Mexico avec les meilleures nageuses du monde, et notamment les américaines. Quel est l'avis d'Alex Jani? J'ai beaucoup confiance en elle pour qu'elle fasse un très bon temps sur 200 mètres. C'est la seule fille de l'équipe de France jusqu'à maintenant qui est allée à Mexico qui se défend en altitude. Ah, quelle est l'explication? Je ne sais pas. C'est un mystère. Elle se sent bien. Oui. Elle m'a dit, à fond Romeu, je me sens bien. À Mexico, c'était formidable. Alors pourquoi pas l'année prochaine, elle ne serait pas en finale du 200 mètres nage libre. En 1968, le Cercle inaugure son bassin de 50 mètres. Le Cercle a toujours été rythmé par ses échéances olympiques. En 1956, c'était juste avant Melbourne, et avant les Jeux de Mexico en 1968, là il fallait être au niveau d'un bassin olympique pour des questions de réglementation, de performance et aussi de développement. En prélude à la deuxième sortie des nageurs américains et australiens, la piscine olympique du Cercle des nageurs de Marseille était officiellement inaugurée hier soir par M. Gaston Defferre, député maire de Marseille. De nombreuses personnalités entouraient les officiels, mais les vedettes du sport français étaient également présentes, telles Jazzy s'entretenant avec Mosconi. Aux Jeux Olympiques de Mexico, Alain Mosconi et Danielle d'Orléans, devenus célèbres, portent les espoirs de médaille de la natation française. Le 400, j'arrive en finale relativement simplement. À l'échauffement, je me sens moyen, pas exceptionnel, moyen. On passe 20 minutes dans la chambre d'appel. Là, ça commence à chambrer, évidemment. Les Américains vous montrent du doigt, ils rigolent en vous regardant, donc on suppose qu'ils vous prennent pour un con. Et sur le plot de départ, comme d'habitude, je décide de faire un faux départ. Histoire de mettre tout le monde dans le bain, quoi. Puisque c'est mon truc. Je pense qu'en finale olympique, il faut le faire. Donc faux départ, tout le monde tombe, on revient. Ça demande un peu de temps et on se remet au départ. Et ensuite, alors la course, je n'ai rien vu. J'étais dans un brouillard total. Je pense que j'ai fait la course en 3e position tout le long du parcours des 400 mètres. Et le drame, c'est que je me suis rendu compte que je partais à un niveau, je continuais à un niveau et je n'avançais pas plus vite. J'ai touché le mur des 400 mètres en me disant « T'es vraiment le roi des cons. Qu'est-ce que tu fais là ? T'as rien foutu, t'es même pas fatigué, tu peux recommencer. » Et c'est pour ça que tout le monde m'a dit « Mais ça n'a pas l'air de te faire plaisir, cette médaille de bronze. » Mais non, ça ne me faisait pas plaisir. Mais ça ne me faisait pas du tout plaisir. Et ça ne me fait toujours pas plaisir. Malgré sa déception, Alain Mosconi ramène au Cercle sa première médaille olympique, récompensant ainsi la formation marseillaise. À l'époque, quand même, le Cercle, quand vous arrivez ici, que vous voyez Georges Garet, Alex Jani, Victor Debar, le Cercle avait des entraîneurs de très haut niveau et qui savaient s'occuper à la fois de l'élite, à la fois des jeunes, qui avaient un œil à tout, qui étaient vraiment faits pour faire éclore des talents et une fois qu'ils étaient éclos, pour les faire encore progresser. Victor Debar a donné une autre dimension au Cercle en water-polo, un peu comme Georges Garet en natation. Sous son égide, l'équipe du Cercle, composée uniquement de joueurs marseillais, accède au plus haut niveau. Mais il y avait tellement de beaux personnages autour de nous, des nageurs, mais des poloistes purs, comme Lecnec. C'était un gars qui était un super avant. C'était un avant-centre de génie. Mais ce n'étaient pas des nageurs. Ce qui les a tués, et comme quoi la nature est bien faite, c'est que on a été très bon aussi en bassin de 25, mais qu'après les bassins de 50, c'est-à-dire un bassin de 20 par 30 en water-polo, c'était devenu plus exigeant. C'est-à-dire on ne pouvait plus être que poloiste, il fallait être aussi nageur. Et donc ça a été culturellement une mutation pour le water-polo. Les performances de cette équipe et de certaines individualités vont inspirer une nouvelle génération. Quand j'étais petit, j'étais au balcon du bassin Lezard ou du Chevalier Rose et je voyais évoluer des joueurs comme Jean-Yves Moine. C'était un joueur moderne dans les années 60, il allait vite, il était fantasque. Je me rappelle des fois, il tournait son bonnet, c'était le bonnet, ils étaient à deux couleurs à l'époque, bleu et blanc. Il tournait son bonnet pour le mettre bleu et il jouait en blanc et il appelait le ballon, le gars il envoyait la balle. C'était la malice, la perfection dans le jeu, l'analyse, le déplacement, le shoot. C'est le temps de la suprématie nationale et des premières joutes européennes. En
En water-polo, je dois en avoir une bonne dizaine, grâce à mon frère, qui était le plus grand joueur de water-polo de l'Hexagone à l'époque. Quand il dit le plus grand joueur, c'est que je mesurais 1m91. Mais je me rappelle que quand je faisais des matchs contre la Yougoslavie, j'étais le plus petit des joueurs. Donc il faut rester humble et garder cette notion de relativité. Parce que des grands joueurs, on a eu la chance de les rencontrer et on sait où ils étaient, en Hongrie, en Yougoslavie, même en Italie. Mais avec le cercle et grâce au cercle et grâce à Victor de Bar, on a pu arriver à un grand niveau avec des Marseillais.